Bonjour et bienvenue sur F1 ITV pour le débriefing de ce Grand Prix de Monaco de Formule 1. Alors la malédiction à domicile continue pour Charles Leclerc, décidément maudit. Mais comment, après avoir dominé tout le week-end avec un brio étincelant, comment est-ce qu'il a pu perdre cette course? Alors on sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte et nous allons en tirer les enseignements de ce rendez-vous manqué. Alors Charles était en pole position après avoir brillamment survolé toutes les séances d'essai. On voyait mal comment Ferrari pouvait laisser échapper cette course après avoir verrouillé la première ligne avec Carlos Sainz. Et puis, voilà, le ciel leur est tombé sur la tête. C'était vraiment le timing incroyable quand on a vu le nuage noir sur le rocher et une pluie drue s'abattre sur les rues de la Principauté. Au point d'ailleurs de retarder le départ, on a failli revivre le scénario catastrophe du Grand Prix de Belgique 2021. Enfin, pas à ce point-là, mais pour Leclerc, ça a été vraiment pas de chance parce que même sous la pluie, même en début de course, on voyait qu'il était à l'aise, il avait 3-4 secondes d'avance, il n'y avait pas de raison qu'il ne gère pas comme il faut le fait que la piste allait sécher et qu'on allait changer de pneumatique. La Scuderia, par contre, a un peu mal géré parce que Carlos Sainz a insisté pour passer directement des pluies extrêmes au slick. Donc, ils ont retardé un peu le premier arrêt. Et donc, ça a influencé aussi la décision par rapport à Charles. Alors, il faut savoir qu'un pilote en piste, certes, il se rend compte de l'adhérence et il peut transmettre des informations à son équipe, mais c'est vraiment les stratèges, les ingénieurs, les simulations qui se font à l'usine en même temps sur ordinateur. Alors, tout ça va très vite. La communication est essentielle et on a vu que Ferrari s'était un peu pris les pieds dans le tapis rouge, malheureusement, alors que dans le même temps, chez Red Bull, ils ont réagi avec beaucoup de réactivité, beaucoup d'opportunisme. Il y a une stratège d'ailleurs chez Red Bull Racing qui est particulièrement douée, qui a un flair pour sentir les événements. Alors il faut un peu de réussite aussi, un peu de chance, on est d'accord. Le fait que Sainz a perdu beaucoup de temps en partant avec les pneus slick. Et puis, il a aussi été gêné par Latifi, on l'a vu dans son tour de sortie, ce qui lui fait perdre la course parce que Sergio Pérez réussit l'undercut comme ça. Mais c'est surtout ce deuxième arrêt, le fait qu'il y a un cafouillage, comme Sainz a mis plus de temps à revenir au stand. Chez Ferrari, ils sont surpris que Charles soit déjà sur ses talons. Donc, ils voulaient faire rentrer les deux voitures pour un double pit stop, comme Red Bull l'a très bien fait. Mais du coup, ça a coûté quelques précieuses secondes à Charles. Et du coup, Verstappen est passé devant. Ça veut dire 3 points de mieux encore pour le Néerlandais, alors que Leclerc aurait dû revenir de Monaco avec 7 ou 8 points dans la poche par rapport à son adversaire. Alors, ce sera peut-être qu'une péripétie au terme du championnat, mais des différences d'une dizaine de points comme ça, perdus ou gagnés dans un sens ou dans l'autre, eh bien ça peut faire pencher la balance et qui sait, on en reparlera peut-être à Abu Dhabi en novembre. Alors on a titré le hold-up du siècle, en tout cas le hold-up au casino de Monaco, par rapport à la victoire de Sergio Pérez. C'est peut-être un peu excessif, on est d'accord, parce que le Mexicain a quand même brillamment mené les débats, il a parfaitement géré les pneus comme il sait si bien le faire, il a bien exploité sa position en piste, évidemment, ce qui à Monaco est tout à fait vital, on le sait, puisque les dépassements sont impossibles à la régulière, mais ce qui me choque un peu dans cette victoire de Pérez et pourquoi j'évoque le hold-up, c'est que ça se passe le samedi en réalité. Parce que le samedi, c'est lui qui provoque le drapeau rouge à la fin de la Q3, ce qui empêche Max Verstappen, par exemple, d'améliorer et de lui passer devant vraisemblablement, peut-être même entre les deux Ferrari. Ça empêche Charles de faire une pole encore plus dominatrice. Et du coup, voilà, Pérez, c'est celui par qui le scandale arrive, avec des grands guillemets, qui profite du crime, toujours avec des guillemets.
Et du coup, je trouve que voilà, il y a une forme d'injustice dans ce règlement. Il faudrait s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, quand dans les séances en IndyCar, dans les séances Fast Six, l'équivalent de la Q3 en F1, eh bien, quand un pilote provoque un drapeau rouge, sort de la route, eh bien, tout simplement, il est automatiquement relégué en dernière position du Fast Six. Et donc, il ne peut pas bénéficier quelque part de son erreur, ce qui sportivement me semble plus équitable. Bon, toujours est-il que, voilà, Checo n'a pas volé sa victoire, hein, nous sommes d'accord, mais elle a été chanceuse tout de même. Alors, est-ce que cela peut changer un peu la donne chez Red Bull? À Barcelone, on sait que là, c'était une frustration de Pérez par rapport au fait qu'il avait dû s'effacer derrière Max Verstappen, mais de vous à moi, dans tous les cas de figure, Verstappen était beaucoup plus rapide et il aurait fini devant Pérez sur le circuit de Catalogne. À Monaco, c'est Verstappen qui était frustré, évidemment, parce que voilà, il savait très bien que lui aussi, une belle occasion de l'emporter lui avait échappé le samedi, comme on l'a déjà souligné. Cela dit, Pérez est en négociation avec Red Bull pour prolonger son contrat. Je n'ai pas l'impression que cette victoire monégasque, aussi prestigieuse soit-elle, va lui faciliter la tâche outre mesure. C'est vrai que chez Red Bull, on est satisfait de son job, mais ça reste un deuxième pilote. C'est un Valtteri Bottas, Pérez, aujourd'hui. Et donc, c'est un contrat qu'on va attendre avant de le renouveler. On va attendre l'été, la trêve estivale. Et si on le renouvelle, c'est pour 1 an. C'est un peu le cas de figure que Bottas a vécu chez Mercedes pendant des années. Nous, évidemment, on aimerait bien que Pierre Gasly ait une seconde chance chez Red Bull l'an prochain. Mais bon, on sait qu'en Formule 1, les secondes chances, c'est assez rare. Alors, comme on dit dans les GPS, embouteillage à Monaco, c'est vrai qu'il y avait des gros bouchons sur le circuit, comme tous les ans, évidemment, parce que la course, il n'y a pas de course à Monaco. Le problème de ce circuit, c'est que c'est complètement antinomique et qu'on ne peut pas faire la course à Monaco, on ne peut pas se dépasser. À la régulière, c'est impossible, à fortiori avec les Formule 1 2022 qui sont maintenant plus larges, enfin, c'est vraiment des autobus, en quelque sorte, et sur un circuit qui est très étroit par nature, on ne voit pas très bien comment dépasser à la régulière sans prendre des risques complètement inconsidérés, ce que personne n'a réellement tenté pendant cette course, malgré les différences d'adhérence et les circonstances qui ont provoqué parfois des opportunités sous la pluie, mais plus des opportunités stratégiques. Les dépassements sont plus faits en undercut, overcut, ou carrément dans les pit stops, comme ce fut le cas pour George Russell sur Lando Norris, pour la 5e place de meilleur des autres, best of the rest. Encore une fois, ces deux-là, les deux jeunes Britanniques qui supplantent leurs coéquipiers respectifs, à savoir Lewis Hamilton quand même, et Daniel Ricciardo complètement à la dérive. Alors on est un peu triste, un peu inquiet pour Ricciardo, dont le contrat a beau être valide jusqu'à fin 2023 dans les circonstances actuelles, on voit mal comment il pourrait le conserver. Lewis Hamilton se perd un peu en conjecture aussi. Alors on sait qu'il a des ressources, Lewis bien sûr. On est curieux de voir les prochains Grands Prix, mais le fait que Russell systématiquement soit devant, y compris aux essais, y compris en qualif, ça commence à faire beaucoup. Et voilà, il y a peut-être une forme de passage de témoin en cours. Mais pour revenir à l'embouteillage dans les rues de Monaco, c'est aussi le fait qu'on peut se demander si est-ce que la Formule 1 a encore sa place à Monaco ou est-ce que Monaco a encore sa place dans le calendrier de la F1 ? On a déjà évoqué ça dans une autre émission de F1 ITV, mais là on a vu ce week-end que voilà, il y a des choses qui doivent changer. On sait que Liberty Media veut renégocier avec le même standard qu'ailleurs, en l'occurrence par exemple la réalisation télé qui a été relativement médiocre hier, que ce soit repris en main par les équipes de la Formule 1. Idem sur le plan commercial, ça nous concerne moins, mais enfin c'est vrai qu'il y a une cohérence sans doute que Liberty veut imposer aux promoteurs, y compris à Monaco. Le Prince et l'Automobile Club vont devoir ouvrir la tirelire, parce qu'il faudra payer enfin un vrai prix de plateau pour conserver le Grand Prix. Parce que voilà, les décideurs de la F1 se rendent compte que finalement,
on peut se passer de Monaco, même si les paillettes, le décor, le soleil, les bateaux, ça a beaucoup d'allure et ça plaît toujours beaucoup. Ça fait partie surtout de la tradition du championnat du monde de F1. Mais par exemple, une forme d'alternance avec le Grand Prix de France au Ricard, c'est tout à fait envisageable. Monaco, un an sur deux, pourquoi pas? On y va parce qu'on a un calendrier qui se bouscule avec 25, peut-être 30 courses dans les 3-4 prochaines années et que voilà, 30 Grands Prix par an ne sera pas possible. Avec une forme de tournante et d'alternance, on devrait y arriver. Et Monaco, un an sur deux, c'est possible. On l'a vu pendant la pandémie, pendant le confinement. Monaco le fait déjà avec la Formule I ou avec le Grand Prix historique. Donc je pense que ça pourrait se présenter comme ça. Au-delà de ça, il y a le circuit lui-même, le dessin du circuit. Toto Wolff s'insurgeait du fait qu'effectivement, il faudrait faire quelque chose parce qu'on est dans une impasse sur le plan du spectacle pendant la course. Mais là, je ne vois pas très bien comment on peut pousser les murs à Monaco, que ce soit au Portier, où certes, il y a eu des travaux avec une extension sur la mer, mais qui n'est pas vraiment prévue, qui n'a pas été pensée pour. Et puis, on parle de la nouvelle chicane en essayant d'élargir un peu ou de changer le point de freinage un peu plus loin, de modifier l'entrée du bureau de tabac, par exemple, pour avoir un vrai freinage, une vraie possibilité de dépassement là. Mais bon, c'est un peu utopique, donc je ne vois pas très bien comment Monaco pourrait s'adapter à la F1 moderne. Et donc, c'est peut-être un triste constat, mais on verra comment, effectivement, les décideurs vont gérer cette situation. Prochain rendez-vous maintenant pour la F1, c'est dans 10 jours, 2 semaines, à Bakou, en Azerbaïdjan. On n'aurait jamais imaginé que ça allait devenir une étape incontournable des calendriers. Enfin, incontournable, elle ne l'est pas encore, certainement pas comme Monaco. Mais on constate que le circuit urbain de Bakou, pour curieux qu'il soit, propose à la fois les caractéristiques de Monaco, la vieille ville, avec des passages très étroits et très photogéniques, et puis des portions rapides où on peut faire la course, justement, on peut se dépasser, et où en ligne droite, on sait que le DRS fonctionne à plein rendement. C'est un peu Monaco et Macao réunis sur un même tracé. Donc rendez-vous à Bakou.